Qu'est-ce que l'entretien motivationnel? Alors l'entretien motivationnel, c'est une méthode de psychothérapie brève, qui a été proposée dans les années 80-82 par deux anglo-saxons, un américain et un gallois, et qui permet d'entretenir lors d'une conversation avec un patient, de l'aider à changer son comportement pour que son comportement soit moins délétère vis-à-vis de sa santé. Alors, les domaines d'application de l'entretien motivationnel, c'est dans tous les cas où vous voulez changer le comportement. Alors, changer le comportement, ça va être par exemple d'initier le changement, de l'impulser, de l'accompagner. Donc, toutes ces parties-là, chaque fois que vous êtes devant un patient où vous vous rendez compte qu'il a besoin de changer son comportement ou qu'il est en train de le changer, bien là, l'entretien motivationnel va avoir sa place. Il va falloir, ces principes sont relativement simples, c'est donc, en fin de compte, c'est un état d'être, de se comporter avec nos patients, c'est simplement avoir une conversation active, constructive, et qui soit basée sur l'empathie et sur la valorisation. En d'autres termes, on va intervenir par des questions à réponse ouverte. On va aussi utiliser souvent ce qu'on appelle une réponse réflexive ou une réponse en écho, c'est-à-dire que quand le patient vous répond, vous reprenez ce qu'il a répondu, mais en le reformulant d'une autre façon, et peut-être, de temps en temps, en revenant sur des contradictions. Par exemple, vous posez une question, il vous dit quelque chose, dans la réponse d'après, il vous dit l'inverse. Donc vous allez reprendre les deux réponses en disant, si je comprends bien, vous considérez que... Et là, vous revenez sur les éventuelles contradictions ou vous reformulez pour que le patient réentende la réponse qu'il a donnée à la question. Donc, comme ça, il se rend bien compte que les choses soient bien claires. Donc, on va intervenir là-dessus. On va aussi avoir toujours besoin de résumer, c'est-à-dire revenir, faire un point au bout de quelques questions. Donc, si j'ai bien compris, vous me dites que, etc., etc. Et puis, à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez dire... Il semble donc qu'on pourrait peut-être, ou que vous pourriez peut-être augmenter, par exemple, le nombre de pas que vous faites chaque jour. Vous voyez, on avance petit à petit dans le résumé que l'on va utiliser. Attention, un entretien motivationnel, vous n'êtes pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour stigmatiser, vous n'êtes pas là pour faire peur. Vous êtes là pour valoriser et surtout montrer au patient que vous le comprenez et qu'il y a une solution. La peur la morale, ça n'a jamais fait changer les choses. On prend l'exemple du tabac, c'est marqué sur leur paquet de cigarettes que ça tue tous les jours, ils continuent à fumer. Donc c'est pas comme ça. Il va falloir trouver autre chose et valoriser la personnalité de la personne qu'on a en face de soi. Donc voilà en gros les principes principaux. Il faut savoir que l'entretien motivationnel, les psychothérapeutes qui les ont utilisés au départ, l'avaient utilisé dans les addictologies, essentiellement l'alcool, et que c'est à partir de ces résultats que au niveau de l'addiction, il faut changer de comportement, qu'on s'est dit que peut-être dans les autres cas où il y avait besoin d'un changement de comportement du patient, c'est-à-dire que son comportement favorise l'apparition de la maladie ou l'aggrave, qu'on pouvait obtenir l'entretien motivationnel. Donc maintenant, c'est très appliqué dans les maladies chroniques, quelles qu'elles soient, dans la nutrition et dans la prescription d'activité physique, mais on peut même l'utiliser dans l'observance d'un traitement. Comment se déroule en pratique l'entretien motivationnel sur l'activité physique? L'application de l'entretien motivationnel, je ne le fais pas dans tous les cas. C'est-à-dire que je vais déjà sélectionner les patients qui vont en avoir besoin. On va prendre donc un patient sur lequel je me rends compte que, pour la pathologie qu'il a, la quantité d'activité physique a un rôle important. Donc la première question que je vais lui poser, c'est « faites-vous de l'activité physique ?» D'ailleurs, ça devrait être des questions comme « vous fumez ?» Ce n'est pas utilisé par les médecins, mais c'est une grossière erreur. Vous fumez, vous faites de l'activité physique. Le risque est le même. Donc vous faites de l'activité physique, la personne me répond oui. À ce moment-là, j'essaye de chiffrer, alors soit en le questionnant simplement, soit en utilisant un questionnaire, il y en a plusieurs, de Marshall, peu importe. Je chiffre combien il fait d'activité physique. Si, après avoir chiffré, je me rends compte qu'il fait assez d'activité physique, je l'encourage à continuer. Éventuellement, je l'aide si jamais il a besoin de conseils. Si jamais je vois qu'il n'en fait pas assez, je lui dis, c'est bien, vous faites de l'activité physique, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut faire au minimum 30 minutes d'activité physique par jour, par exemple. Deuxième possibilité, le patient me répond, non, je ne fais pas d'activité physique. Donc la question qui suit immédiatement, c'est, voulez-vous que nous parlions de l'activité physique? Si la personne me répond, non, ça ne m'intéresse pas, je pense que le débat est clos, et je termine toujours en lui disant, écoutez,
C'est dommage parce que l'activité physique, ça pourrait avoir un bénéfice dans votre cas, mais on en reparlera, on se reverra, et si vous voulez, on pourra en reparler. Et à ce moment-là, on met le côté. Puis vous avez le patient qui vous répond « oui, je veux bien en parler ». Et donc c'est là où l'entretien motivationnel va être très important. Il faut que je vois son niveau de motivation et son niveau d'ambivalence. Alors on va commencer par le niveau de motivation, c'est-à-dire que je vais lui poser des tas de questions pour me rendre compte dans quel stade il est. C'est là où on utilise les fameux stades de Prochaska. Prochaska et Di Clemente, c'est-à-dire que vous avez différents stades qui vont se suivre. On ne passe pas tout de suite avec le même durée d'un stade à l'autre, peu importe, mais on doit connaître les stades. Le premier stade, c'est la pré-contemplation. Donc pour simplifier, moi je parle toujours sur le changement, puisqu'on est dans le changement. Pré-contemplation, c'est changer. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de changer. Je vais bien. Pour moi, tout est normal. Donc, c'est le déni. J'ai en face de moi quelqu'un qui est en fort surpoids, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise santé, qui est essoufflé au moindre effort, etc. Et je lui dis que l'activité physique pourrait l'apporter quelque chose, et lui, il me dit non, pas du tout. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas me battre pour le convaincre de changer tout de suite. Mais par contre, je vais aussi faire attention à ne pas lui faire croire qu'il a raison de continuer. C'est là où c'est difficile. Parce que si vous cherchez à le convaincre tout de suite, il va se braquer, trop brutalement. Et puis il ne faut pas non plus qu'il se dise, bah, écoutez, c'est bien, j'en ai parlé au docteur, il ne m'a pas dit qu'il fallait que je change, donc je ne vais pas changer. Donc je vais essayer de voir, dans ce cadre-là, donc je reprends l'activité physique, je vais lui donner de l'information. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? Ce n'est pas du sport. Est-ce que l'activité physique, c'est bon pour la santé? Oui. L'activité physique, c'est bon pour la santé. On a les preuves. On sait comment ça marche. J'explique un petit peu comment ça marche. Vous voyez, je donne des tas d'informations au patient qui ne veut pas changer, s'il est dans le déni, en fin de compte, et en espérant que les informations que je vais lui donner, alors il faut être clair, factuel, objectif, je ne vais pas mentir, je lui donne la vérité, et lui, il va avoir des petites informations qui vont se dire peut-être au fond de sa tête, pas maintenant, mais peut-être plus tard, dans les jours qui suivent, mais quand même, il m'a dit que il y avait moins de cancer de 20%. J'ai moins de risque d'avoir un cancer du sein de 20%, si c'est une femme par exemple. Et donc ça, c'est des petites choses qui peuvent faire réfléchir la personne qui est dans la précontemplation. C'est très rare en précontemplation qu'on arrive à faire changer la personne. Et généralement, quand on la fait changer, ce n'est pas durable. Après, j'ai la phase de contemplation. C'est la personne qui se dit « je pense à changer, mais je me demande s'il faut que je change ». Est-ce que le risque de changer n'est pas pire que le fait de ne pas changer? Exemple, je veux faire de l'activité physique, mais j'ai peur de me blesser. Parce que je me rappelle que, quand j'étais gamin, je faisais des entorses tout le temps. Voilà, un exemple, par exemple. Donc, je ne dis pas non à l'activité physique comparée à tout à l'heure, mais le pour, le contre. Alors là, il va falloir donc qu'on aborde le problème avec le positif et le négatif, c'est toujours la même chose. Il faut toujours donc aider le patient. Toujours, c'est des questions ouvertes, c'est lui qui répond, mais vous me dites que vous vous blessiez, mais vous vous blessiez en faisant quoi? Je courais. Peut-être que si on faisait peut-être une activité physique, peut-être que vous ne vous blesseriez pas, pour montrer qu'il y a des possibilités. Alors ce qu'on fait souvent, c'est le avant et après. L'étape d'après, ça va être donc la préparation. La préparation, c'est je veux changer, maintenant il faut que j'y aille, que je commence à changer. Mais je veux bien changer. Donc ça y est, j'ai conclu qu'il y avait plus de positifs que de négatifs, donc je vais changer. Et là, vous êtes là dans l'entretien motivationnel pour voir les derniers freins qu'il y a. Parce que je veux changer, mais ce n'est pas j'ai changé. Donc je veux le faire. Maintenant, comment est-ce que je peux changer? Eh bien, il va falloir aborder qu'est-ce qui vous gêne encore? Puisque c'est très bien, c'est formidable, vous vous rendez compte, vous avez passé de je ne veux pas du tout changer à je suis prêt à le faire, mais il y a encore un petit frein. Alors, qu'est-ce qui sont ces freins? Donc là, il va falloir chercher les freins, chercher les leviers. Ce n'est pas toujours simple. Je me rappelle, moi, de cas comme ça où le seul levier, c'était d'avoir un animal de compagnie. J'aurais dit, prenez un animal de compagnie, et j'ai même prescrit une fois un animal de compagnie. Alors, vous voyez, sur l'ordonnance. Donc, mais il faut trouver qu'est-ce qui bloque. Et là, la personne va prendre la décision de passer le cap.
Donc après la préparation survient la phase d'action. Donc là c'est autre chose, l'étape suivante c'est ça y est, j'ai changé, j'ai commencé à changer, j'ai enclenché le phénomène du changement et donc à ce moment-là, la première chose à faire c'est de vérifier toujours sa motivation où elle en est, éventuellement de regarder s'il n'y a pas un petit levier quand même, s'il n'y a pas encore un petit frein. Parce qu'on peut vous dire, oui, j'ai changé, mais, il ne faut plus qu'il y ait de mais. Donc s'il y a un mais, eh bien, il faut qu'on regarde le mais et qu'on voit comment lever ce dernier frein. Parce que s'il y a un mais, eh bien, le mais va peut-être l'emporter et on va arrêter de changer. Après l'action, donc ça va être la phase de maintien. Et la phase de maintien, ça veut dire qu'on a commencé à avoir un changement où il y a des habitudes, il y a des automatismes qui commencent à se mettre en place. Et là, encore, il ne faut pas tout dire c'est gagné. Il faut qu'on continue à dire c'est parfait. Qu'est-ce que vous en concluez? Est-ce que vous sentez mieux? Quel bienfait vous avez senti depuis que vous avez changé? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on a diminué votre traitement pour l'hypertension artérielle et ou pour le diabète et ou que votre poids que vous avez perdu, maintenant, avant vous perdiez du poids mais vous le repreniez, maintenant vous le perdez, vous le maintenez parce que grâce à l'activité physique ça vous permet de maintenir. Est-ce que vous avez vu tous ces bienfaits? Tout ça c'est les petites choses qui vont vous permettre de passer dans le maintien. En sachant qu'après l'idéal c'est le dégagement, ça veut simplement dire que là c'est dans les automatismes et que a priori dans l'immense majorité des cas là il n'y a plus de rechute. Et la rechute, c'est l'autre stade de Prochaska, c'est que la rechute, c'est pas rare et exceptionnel, c'est la règle. C'est-à-dire que c'est comme pour arrêter de fumer, comme tous ces changements de comportement, très souvent, il y a des rechutes, c'est plutôt, on va dire, un minimum 3 à 5 fois, nous disent l'équipe de Prochaska, de rechute. Ça peut survenir à n'importe quel stade. Donc dans ces cas-là, il faut se rappeler que généralement, on ne revient pas au stade de départ, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en pré-contemplation, on revient plutôt dans la contemplation, c'est-à-dire que je commence à penser, à changer, mais j'ai trop de freins pour le faire, et savoir que là, il faut être très très clair. 1, ne pas culpabiliser la personne, ne pas lui dire que c'est un échec. Lui vous dit que c'est un échec, vous lui dites que ce n'est pas un échec. Vous lui dites que ce n'est pas lui. Le déculpabiliser, ce n'est pas lui qui est en cause. C'est les situations pièges. Il y a toujours des situations pièges. C'est la personne qui avait repris l'activité physique régulière, qui part en vacances avec des amis, qui, eux, ne bougent pas du tout. Et donc, il se retrouve entouré de gens qui ne bougent pas du tout, et les automatismes ou les habitudes qu'il avait mis en place, qu'il commençait à mettre en place, donc après le maintien, eh bien, il ne les prend pas. En fin de compte, oui, vous avez arrêté, vous êtes revenu un petit peu en arrière, mais ce n'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y avait une situation piège que vous n'avez pas vu venir, et donc la prochaine fois, il va falloir le faire. Mais de toute façon, vous allez rebondir. Et vous allez rebondir encore mieux parce que vous avez montré que vous pouviez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, et donc on va le déculpabiliser et plutôt le remettre positif. Parce que si jamais vous partez sur un échec vis-à-vis de lui, vous lui dites c'est un échec, c'est fini. En fait, c'est vous qui allez le rebooster pour repartir. Quelle est la place du suivi dans l'entretien motivationnel? Alors, comme on l'a vu dans les différents stades de Prochaska, en fait, ces différents stades vont correspondre à une seule et même personne, un seul et même patient. Bien sûr, généralement, on peut avoir des patients à l'entrée qui sont soit en pré-contemplation, soit en contemplation. C'est les 2 stades principaux. Le stade préparation, ça peut arriver de temps en temps que la personne, parce qu'elle a lu ou qu'elle a entendu quelque chose, mais après, donc, on a un suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un entretien motivationnel, il y a plusieurs entretiens motivationnels successifs qui peuvent être espacés de plus ou moins de durée plus longue. Je peux trop bien retrouver mon patient de contemplation 3 mois après, toujours en contemplation, ou il est passé en préparation. Donc c'est vraiment un suivi, ce qui veut dire que c'est plus ou moins long. Et en plus, dans ce cadre du suivi, quelque chose qui est très important, ce que je n'ai pas assez souligné, c'est que dans tous les cas, sauf au moment de la préparation, vous avez le patient être toujours sûr que c'est lui qui va décider. C'est lui qui décide. Je suis là pour lui dire, toujours en permanence dans mes réponses, je lui montre bien que c'est lui qui va décider s'il va bouger ou pas. Ce n'est pas moi qui lui dis, vous devez bouger. Il n'y a qu'au moment de la préparation, effectivement, où je peux dire pendant le suivi,
écoutez, vous êtes prêt à bouger, on fonce. Je vous donne tout ce qu'il faut pour que vous bougiez. Existe-t-il des preuves d'efficacité de l'entretien motivationnel dans l'obésité et les maladies métaboliques? Il y a des études qui ont été faites où on prend donc une population qui a bénéficié de l'entretien motivationnel vers une population qui, alors, c'est entretien motivationnel plus traitement standard, hein, par exemple dans le diabète de type 2, et puis l'autre, c'est traitement standard plus conseil classique. Ben, vous devriez manger un peu moins de sucre, vous devriez faire attention à ce que vous mangez qui est trop gras, etc., par exemple. Et puis, il y a d'abord, ce n'est pas le terme « vous devriez », parce que « vous devriez », ils le savent, hein, du vrai, donc déjà ça ne marche pas beaucoup, mais l'entretien motivationnel, donc on sait que la personne a du mal à se passer d'une alimentation équilibrée ou de faire de l'activité, n'arrive pas à faire de l'activité physique. Je vais vraiment axer tout mon travail là-dessus. Donc ça, c'est formellement prouvé. Alors c'est formellement prouvé, il y a eu les dernières études, c'était plutôt chez les femmes, mais on a montré chez les femmes qu'on avait une diminution, une amélioration du surpoids plus nette avec l'entretien motivationnel et surtout un maintien qui est beaucoup plus important. Et je parle bien par l'entretien motivationnel sur l'activité physique, hein. Ce n'est pas sur l'entretien motivationnel, sur la nutrition. Et puis aussi sur les effets sur certains marqueurs, puisque l'activité physique diminue l'hémoglobine glyquée, équilibre mieux la glycémie, peut avoir un effet sur le mauvais cholestérol. En fin de compte, aujourd'hui, donc, il y a une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est on reprend toutes les études qui ont été faites, on les étudie toutes, qui montrent bien que dès qu'il y a des pathologies où le comportement, un mauvais comportement peut vraiment être délétère pour la pathologie, l'entretien motivationnel est plus efficace que les conseils simples, classiques que l'on peut lire en lisant n'importe quel journal. Quel est votre retour d'expérience clinique sur le sujet? Mon retour personnel sur le sujet de l'entretien motivationnel, ça résume un tout petit peu quand même ma carrière, puisque comme on l'a dit en introduction, je n'ai pas plus été formé que vous à l'entretien motivationnel. Donc je me suis rendu compte, j'ai compris petit à petit que d'abord au début, quand je voyais que je n'avais aucune efficacité sur ce que je disais à mes patients, je leur disais bougez, pourquoi? Parce qu'il faut que je vous le dise, ça ne marche pas. Marcher, j'aime pas marcher. Bah oui, mais c'est marcher qu'il faut faire. Bah non, c'est pas marcher. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut faire ce que la personne a envie de faire et quand il prend du plaisir. Et ça, c'est l'entretien motivationnel. C'est au fur et à mesure que j'ai rencontré des patients, je me suis rendu compte que j'étais pas bon pour leur faire changer d'avis, que j'ai développé l'entretien motivationnel et qu'aujourd'hui, ça me semble indispensable d'utiliser l'entretien motivationnel pour changer le comportement et en particulier pour l'activité physique. Et après, je ne vais pas non plus sortir le champagne, c'est-à-dire que sur 10 patients, il y en a 3 sur 10 auxquels on est en pré-contemplation et on reste en pré-contemplation. Il y en a 7 sur 10 où on peut arriver, pas toujours à la phase de maintien, mais au moins à amorcer un changement. Mais ce n'est pas aussi simple que ce que l'on croit au départ. Comment les professionnels de santé peuvent se former à l'entretien motivationnel? Alors comment se former à cet entretien motivationnel? Comme je vous l'ai expliqué déjà, il y a en essayant. Vous avez, je pense, avec l'échange qu'on a eu, les bases, c'est-à-dire que le prochain patient, en sachant que ça vous prendra un petit peu de temps, donc je fixe une consultation pour parler de l'activité physique. Ça en vaut la peine, parce que quand vous voyez tous les bénéfices de l'activité physique, il faut quand même se rendre compte des bénéfices que ça a. Donc, moi, je trouve tout à fait normal qu'il n'y ait qu'une consultation pour... Des fois, on a des consultations simplement pour voir les effets secondaires des médicaments. Je pense qu'il vaut mieux avoir une consultation pour l'activité physique. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Et puis, petit à petit, vous vous familiariserez. Il suffit aussi d'aller lire. Il y a quelques livres simples qui vous donnent les bases. Et puis après, c'est vous-même qui allez vous habituer et peut-être adapter un petit peu votre conversation. Il y a une dernière phrase que je dirais, même s'il n'est pas très politiquement correct, c'est « il ne faut pas croire que les patients ne comprennent rien à ce qu'on leur dit ». Si jamais ils ne comprennent pas ce qu'on leur a dit, c'est qu'on ne leur a pas dit comme il fallait pour qu'ils comprennent.